Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues, mais surtout mesdames. Bien sûr, nos deux groupes approuveront et prendront acte de ce rapport. Mais comme cela a été dit, cela fait bientôt une semaine, depuis exactement vendredi à 9h10, que nous travaillons gratuitement. Plus exactement, cela signifie que pendant 57 jours, soit 1 mois et demi, c'est les femmes françaises qui travaillent sans salaire. Selon les dernières données, les femmes percevaient en 2020 un salaire horaire inférieur de 15% à celui des hommes, et cet écart a même augmenté entre 2010 et aujourd'hui. Cette situation est désespérante, tant la réduction des inégalités est lente et difficile. Pourtant, les femmes réussissent en moyenne mieux que les hommes à l'école et sont globalement plus diplômées. Cependant, elles s'orientent davantage dans le secteur médico-social, notamment en raison des rôles de genre qui encore aujourd'hui font que les femmes sont perçues comme plus attentives, aidantes, chaleureuses. Certains disent même que nous avons des aptitudes naturelles à mieux nous occuper de ces métiers-là. Des caractéristiques valorisées dans ces métiers, mais qui font partie des emplois les moins bien valorisés en termes de salaire. Donc, ça expliquerait donc cette différence de salaire. La pandémie a d'ailleurs permis de vérifier ce constat. Plus un emploi est utile à la société, moins il est payé et considéré. Une autre raison est que les femmes sont plus nombreuses à travailler à temps partiel, le plus souvent pour s'occuper des enfants, ce qui me permet de mettre en exergue l'importance des établissements d'accueil des jeunes enfants pour l'émancipation des femmes. Enfin, la grossesse explique aussi une partie de cet écart. Plusieurs études montrent comment le fait d'être enceinte puis mère peut ralentir la progression de la carrière des femmes. Ainsi, 68% de l'écart salarial est dû au fait que les femmes et les hommes n'occupent pas les mêmes postes au sein d'un établissement donné. Là encore, cela montre l'importance de structures adaptées, mais également une répartition plus équilibrée dans les congés parentaux. Si nous ne progressons pas sur ces points, les écarts de salaire ne pourront jamais se réduire. Et au-delà des questions de sexisme et de misogynie, il s'agit d'un réel enjeu de politique publique. Pour revenir sur ce dernier point, nous sommes au regret de vous dire que le sexisme et le machisme n'ont pas disparu, même après mai 68, même après MeToo, et les violences demeurent. Lorsque l'on parle de violences faites aux femmes, de violences sexistes et sexuelles, ce dont nous parlons en réalité, c'est de politique. En effet, mes chers collègues, les violences machistes, l'agression et le viol des femmes est un acte de domination. C'est l'assujettissement, la prise de contrôle, la réification de la femme. Ce que nous voyons aux États-Unis avec l'abolition du droit à l'avortement, ce n'est pas un simple recul des droits. C'est une volonté politique de contrôle du corps qui considère les femmes non pas comme des individus, mais bien comme des objets. J'en profite d'ailleurs pour saluer, je ne le fais pas souvent, mais le gouvernement et l'adoption de la volonté, en tout cas la démonstration, de faire rentrer l'avortement comme un droit constitutionnel, porté par Aurore Berger. Alors oui, nous avons toute notre place dans la lutte contre les violences. Et ce rapport en matière d'égalité femmes-hommes fait état des actions qu'elle mène, notamment en interne, pour garantir une égalité entre les genres. Pour ne citer que quelques exemples, mais nos deux groupes s'en félicitent, sur la revalorisation des salaires des agents et notamment de celles, souvent en catégorie C, qui sont dans les filières les plus féminisées. Ce sont ainsi 7 millions d'euros qui ont été investis pour les agents, donc 4,7 pour les catégories C, souvent occupées par des femmes. Toujours sur le plan financier, le lancement du budget sensible aux genres doit nous permettre de mieux comprendre comment est dépensé l'argent public et quelles mesures doivent être prises pour qu'il ne favorise pas un genre en particulier et permettre de lutter contre les inégalités en la matière. À la jonction de nos engagements pour l'égalité femmes-hommes et notre ambition pour l'éducation, il y a évidemment tout le travail déjà fait par la ville dans les écoles. En ce sens, l'égalité filles-garçons tient une place importante dans le projet éducatif lyonnais, dans la politique menée pour une ville à hauteur d'enfant, car cela s'apprend dès le plus jeune âge. C'est aussi dans cette dynamique que s'inscrivent la végétalisation des cours des écoles et le réaménagement des aires de jeu, des démarches inclusives pour que chaque enfant puisse jouir et s'épanouir de la même manière dans un espace adapté et non genré. Mais bien sûr, parmi les actions les plus importantes, il y a toutes celles qui concernent la prévention et la lutte contre les violences. À ce titre, la ville de Lyon s'est fortement mobilisée en permettant l'accueil d'intervenants sociaux au sein des commissariats ou des permanences d'accueil, mais également au sein des mairies d'arrondissement. Enfin, les maisons de justice et du droit jouent un rôle majeur en assurant une présence judiciaire de proximité, notamment en termes d'accès aux droits et d'aide aux victimes. Mes chers collègues, c'est bien un problème global auquel nous avons affaire, car il concerne tous les acteurs et toutes les sphères de la société.
Les violences machistes ne connaissent pas de frontières, elles ne se limitent pas ni à une tranche d'âge, ni à une catégorie socio-professionnelle. Elles ne peuvent être combattues que grâce à l'implication de tous les acteurs de la société et les collectivités, bien sûr, les premières concernées. La délibération présentée aujourd'hui en est un bon exemple, mais à bien des points de vue, cela peut paraître insuffisant. À ce titre, les élus Lyon Commun et mon groupe considérons qu'il est indispensable que soient mobilisés les acteurs de terrain, parmi lesquels les associations. Nous tenons à les saluer aujourd'hui. Chers collègues, chères consoeurs, certains mouvements féministes qui revendiquent plus de droits, plus d'égalité, qui cherchent à questionner et déconstruire peuvent parfois sembler excessifs. Mais permettez-moi de finir cette intervention avec les mots d'une journaliste et militante féministe. Le féminisme n'a jamais tué personne, le machisme tue tous les jours. Je vous remercie.